Allez, en route, mec. Je suis pas contre. Je veux que vous me rameniez immédiatement ce petit connard! C'est pas juste un job, c'est une putain d'aventure! Alors que le grand Clint est au sommet de son art, il va se retrouver avec un revers que personne ne voyait venir sur la fin des années 90. Le Père Noël. Et moi, je suis la petite souris. Avec son formidable Bird sorti en 1988, il semblerait que le bonhomme traite avec la Warner pour faire un film personnel d'un côté, ici le chef-d'œuvre sur Charlie Parker, contre un film dont la Warner pourrait avoir besoin pour faire de la thune facile. Ici la même année, La Dernière Cible, dernier volet des Inspecteurs Harry, dont la réalisation de Buddy Van Horn, ami de la star, ne sera pas mémorable. En 1989, Pink Cadillac ne sort même pas en salle mais en vidéoclub direct en France, et en 1990, pour pouvoir faire son Chasseur blanc Cœur noir, Warner va lui demander la relève afin d'être sûr d'avoir un des deux films qui gagne de l'argent. Malheureusement, les deux vont se planter au box-office et c'est Impitoyable qui va régler le problème l'année d'après, soit seulement 2 ans de galère. Quel bonhomme! C'est une conversation privée. Voici David Ackerman. Bonjour David, ravi de te connaître. 1988, donc la Warner va essayer de monter le film avec Gene Hackman, qu'il repose en paix, en mentor, le rôle d'Eastwood, et Matthew Modine dans le rôle de Charlie Sheen. C'est ton nouveau coéquipier. Tu te fous de moi? Fais-le rentrer, Nick, tout de suite. Le film aurait dû être réalisé par Craig R. Baxley, l'homme derrière Action Jackson. Mais une grève de la Screen Actors Guild empêchera cela. Alors comment ça se fait qu'il a mis son insigne à l'envers? 1990, donc, le Clint va commencer à réaliser le film, aidé par Matt Earl Beasley et son pote Buddy Van Horn, Eastwood ayant des engagements qui ne lui permettent pas de réaliser l'entièreté du film, comme quitter le tournage pendant 5 jours pour assister à la projection de son film précédent, donc Chasseur blanc Cœur noir, au Festival de Cannes 1990. C'est le fils de pute qui a peint cette voiture, ça c'en est un. Oui, ça c'est un vrai criminel. Cet arrêt de production aurait coûté $1 500 000 à la Warner. C'est pas très cool quand même. Quiconque défigure un chef-d'œuvre comme ça avec une couleur comme celle-là mérite de se faire buter. Beasley n'a que des séries télévisées à son actif, alors que Buddy Van Horn, lui, a été durant un demi-siècle la doublure dans de périlleuses scènes d'action pour Guy Williams ou Gregory Peck, Lee Marvin et notamment Clint Eastwood, avant de le diriger dans 3 films. Je savais pas que t'aimais les partous, petit. Il a assuré la coordination des cascades sur plus de 100 tournages, notamment l'essentiel des films de Clint et de Michael Cimino. Au début de sa carrière, il a travaillé comme doublure donc de Guy Williams dans le Zorro de Walt Disney. Et c'est lui qui fait cabrer le cheval Tornado sous le tonnerre dès les premières images du générique. Inoubliable. Le Clint s'entoure toujours de ses amis, dont le compositeur Lenny Niehaus, qui va assurer ses films depuis un certain temps déjà, mais dont très peu de musiques seront distribuées malheureusement, n'excédant pas la demi-heure de musique dans chaque film. Dommage, une bonne compilation aurait pu être non négligeable. Il a été saxophoniste de jazz et un représentant du jazz West Coast, en plus de son travail sur les films du Clint. Il aura travaillé sur Oh les flingues, La corde raide, Pal Rider, Le maître de guerre, Bird, La relève donc, symptomatique de son travail. Chasseur blanc Cœur noir, Impitoyable, Un monde parfait, Sur la route de Madison, Les pleins pouvoirs, Minuit dans les jardins du bien et du mal, Jugé coupable, Space Cowboys ou Créance de sang. C'est quand même pas rien, bordel de merde. Quelques pirates existent sur certains de ces titres. Enfoiré. À la photographie, c'est pareil avec Jack Green qui travaille avec Clint depuis Le maître de guerre jusqu'à Space Cowboys et qui va nous donner encore 2 très belles photos ici, comme celle qu'il fera sur Twister et Speed 2 de Yann Debon ou le Serenity de Joss Whedon.
Au montage, c'est Joel Coe, un habitué chez le Clean depuis l'épreuve de force en 77 jusqu'à Cry Macho en 2021. Le mec est fidèle. Remets ton flingue dans son étui. Et je te conseille d'en porter un en bandoulière si tu veux pas en perdre une par accident. Et revenons à l'histoire avec Nick Pulowski, qui est un vétéran de la police de Los Angeles aux méthodes très peu orthodoxes. Alors qu'il essayait de capturer des voleurs de voitures de sport, son coéquipier Powell est abattu par le chef, un certain Strom. Il faut pas vous énerver, les gars. Gardez votre fric. J'ai amené ces ploucs là où je voulais qu'ils soient. David Ackerman, fils d'un richissime homme d'affaires, vient, lui, d'entrer dans la police. Il tente ainsi de protéger les innocents et se racheter de n'avoir pu sauver son frère, mort à cause de lui dans leur enfance. T'en prie, aide-moi! Choisi pour remplacer Powell et faire équipe avec Pulowski, Ackerman essaie de l'aider à capturer Strom et son gang, mais le caractère désagréable de Nick rend leur duo très explosif. Et moi j'ai horreur de tes sermons sur la loi que tu débites comme un connard de boy scout. Et j'ai horreur de tes putains de plis de pantalon. Une histoire très classique, certes, écrite par Boz Yakin et Scott Spiegel. Le premier, Yakin, avait écrit Le Punisher de Mark Goldblatt, Une nuit en enfer 2 de Scott Spiegel, son ami donc, ou Dirty Dancing 2 de Guy Ferland, Prince of Persia de Mike Newell ou Insaisissable de Louis Leterrier. Pas de quoi pavoiser. Et j'ai horreur de tes saloperies de beignets, fourrées de saloperies de fruits confits et avec cette saloperie de glaçage rose. On peut pas bouffer des trucs aussi dégueulasses. Son comparse Spiegel, étant un petit acteur qui joue les figurants par-ci par-là, scénarisera Evil Dead 2 de Sam Raimi ou le Hitlist de William Lustig sans être jamais crédité et va réaliser Une nuit en enfer 2 donc ou Hostel 3. Pas de quoi pavoiser non plus. Amateur. L'idée de départ est de Spiegel, mais c'est en dealant avec Yakin qu'ils vont développer cette histoire, partant d'une idée très simple, un vieux flic, un jeune flic, point barre. Ils ont Charles Bronson en tête en écrivant l'histoire dont le véritable est pour eux le personnage du jeune homme qui sera lui joué par Charlie Sheen plus tard. Une fois sur le projet, il faudra développer le personnage d'Eastwood pour apporter plus d'importance au bonhomme. C'est notamment la deuxième partie du film qui sera changée. Quand l'on a Eastwood, il faut l'utiliser, dit Yakin. Pourtant, la Warner essaiera même de les virer, les deux scénaristes. Heureusement, cela n'arrivera pas parce que le Clean va les défendre. Boz Yakin, lui, a adoré travailler avec Eastwood, qui trouve autoritaire mais calme, une expérience unique, comme il le dit lui-même, dont personne n'ose aller contre les idées du bonhomme sur le plateau. Il contrôle tout, et le déranger n'est pas une bonne idée, même s'il vous le dit toujours gentiment et poliment. Un homme qui travaille à l'instinct, n'hésitant pas à changer des scènes. Le tournage a eu lieu d'avril à juillet 1990 et Buddy Van Horn va donc réaliser certaines scènes d'action, dont la poursuite sur l'autoroute et l'évasion du hangar absolument spectaculaire. Un camion transportant des voitures va les lâcher sur ses poursuivants, provoquant ainsi un chaos jamais vu avant dans une scène réussie et peu commune. Le spectaculaire est bien là. Boucle ta ceinture. La scène du hangar aussi, et de la voiture, la Mercedes passant d'un hangar à un autre, soufflée par une explosion gigantesque, restera un grand moment de cinéma, un moment dont on se souvient d'ailleurs, parce qu'il en faut. Et n'oublions pas bien sûr les deux avions qui se fracassent en se rentrant dedans, bref, ce qu'il faut pour satisfaire l'amateur d'action. La relève et son budget de 30 millions sera un échec au box-office américain, sorti en décembre. Il est certain que le film n'est pas un film de Noël, en ne rapportant que 21 633 000 $ et ne donnera que 788 000 entrées en France en juin 91. Voici l'inspecteur Nick Pulowski. Inspecteur, il semble que vous ayez tout fait cette fois-ci pour être sûr que nous serions là pour assister à ces opérations. Il est temps que le vol de voiture reçoive toute l'attention qu'il mérite. Possible de faire assez mal à tous les salauds qui nous pourrissent la vie de tous les jours. Dois-je vous présenter le grand Clint Eastwood dont vous avez déjà sur la chaîne 3 des inspecteurs Harry, le maître de guerre ou Pal Rider? Bien sûr que non, mais je peux vous parler vite fait de son personnage, ici Nick Pulowski. Même caractère que Callahan, sergent de son état, mais qui arrive le plus souvent, même s'il dégaine son flingue dès que possible.
Il est un ancien pilote de voiture, un personnage anti-héroïque, presque kamikaze, comme s'il voulait se parodier, à un moment où le bonhomme en a marre de cette image et qui veut donner de vrais films. Il y a déjà le cadavre d'un flic au bas de l'escalier. N'en faites pas un deuxième. Eastwood va réussir à fissurer le monolithe vivant qu'il est et accoucher de la montagne qui va devenir. Habitué à sauver les gens pris en otage ou ficelés comme un saucisson, c'est lui qui va se retrouver ficelé ici et même subir tous les abus de Liesl, compagne du méchant et dont la fièvre et la tension sexuelle entre les deux sera bien palpable et pour cause. L'on pense au Ben Shockley du film L'épreuve de force, déjà un anti-héros à l'époque, en chiant sur tout le film et dont la relève retrouve ce genre de macho qui rate des choses, prenant même une balle sur la fin, comme si Harry Callahan avait appris à vivre avec cette époque déjà changeante, prenant une décision finale sur son avenir qu'Harry n'aurait peut-être jamais prise, le boulot n'attendant jamais. Nick, où est le lieutenant? Tu l'as en face de toi. Pilowski reste un flic, sa carrière semblant au point mort, rêvant de sa première passion, pilote automobile, et dont la seule issue semble n'être que la retraite, jusqu'à ce qu'il rencontre ce méchant, Strom, qui va lui redonner le goût de s'y remettre et ainsi redorer le blason peut-être du bonhomme avant qu'il s'arrête. Je me suis fait souvent avoir comme un amateur. Sauf que tout à coup, avec cette affaire, ce salopard de Strom me tombe dans les bras. Le chemin sera long et il va en prendre des coups tout en enchaînant les conneries, Jean-Claude Michel étant toujours à sa voix française magnifique. Il doit bien y avoir une centaine de raisons pour que je ne te bute pas. Mais dans l'immédiat, j'en vois aucune. L'art d'une voix et celle d'une image en cohésion parfaite. C'est un bonheur à entendre, surtout que le personnage est outrancier, vulgaire. C'est un bonheur, surtout sur une interview par une jeune femme reporter à qui il va donner un nombre de fuck en VO ahurissant. L'enfoiré qui est responsable de toute cette putain d'opération et ce fils de pute doit dérouiller maintenant. Un bonheur de casser tout ce que l'on a vu et entendu alors, sauf sur le maître de guerre bien sûr, record imbattable par le bonhomme, dont Clint semble y prendre un malin plaisir. Là où Clint Eastwood montre son génie, c'est de laisser autant de temps dans l'écran sa tête comme celle qui va laisser à sa relève l'inspecteur David Ackerman, une jeune recrue à la cool, en couple avec la belle Sarah et pilote de moto. C'est Charlie Sheen qui s'y colle, le bleu du film, qui va apprendre de Pilowski, comme Pilowski apprendra de lui. Le parfait partenaire, malgré les engueulades perpétuelles, c'est qu'il faut montrer patte blanche au Clint pour être accepté. Non, elle aimait les courses. C'est moi qui l'aimais pas. Et toi, t'as une fille? Charlie Sheen y est ici parfait avec son regard fort, mais toujours juvénile, alors que Nick a son regard à la Clint en acier trempé, un type maladroit au départ, qui va faire montre d'une envie de bien faire son travail, comme le partenaire qu'on lui colle, erreur sur erreur durant le film lui aussi. Fais pas cette tête-là, c'est pas si terrible. Sarah, si je meurs et que je vais en enfer, j'aurai l'impression d'être chez mes parents. Il a un trauma, enfant, il a fait sauter son frère entre deux immeubles et qui en mourra. Charlie Sheen est un acteur fou, plus connu pour ses frasques que ses rôles, et qui a quand même joué avec de grands réalisateurs, dont le Platoon et le Wall Street d'Oliver Stone, qui le mettront sur orbite planétaire, et entre le Navy Seal de Lewis Teague et le Hot Shot de Jim Abrahams, va tourner avec le Clint. Amateur. Beaucoup de bons films et de séries dont Mon oncle Charlie de Chuck Lorre, et c'est Serge Falliu qui est à sa voix française. Ulrich Sigmund Strom est un trafiquant de voitures de luxe, que dis-je, le plus gros trafiquant de voitures de luxe de toute la côte ouest, et est interprété par le regretté et génial Raoul Julia. Il va devoir se défendre de Pilowski en le tabassant, lui étant ficelé, et en mettant son arme dans sa bouche en le prenant en otage, puis le laissant au bon soin de sa compagne, bon, chose qu'il n'a peu appréciée. C'est un petit peu dommage de voir Raoul Julia dans un rôle aussi facile. Il n'est vraiment pas à son meilleur, avec des dialogues parfois un peu classiques et indigents, mais c'est un bonheur de le voir tout simplement. J'ai parlé il y a peu d'ailleurs de ce formidable acteur sur ma vidéo du grand film de Robert Towne, Tequila Sunrise, où il y joue un trafiquant, mais de drogue cette fois, face à Mel Gibson, Kurt Russell et Michelle Pfeiffer. Il va falloir que t'appelles une ambulance, poulet.
Et moi, je ne crois pas. Et c'est le très bon Michel Dorin qui le double ici. Qui t'a invité? Moi, David. Mon fils ne nous parle pas beaucoup, monsieur Pulowski. Eugène Ackerman, le père de David, est interprété par un de mes acteurs fétiches et préférés, le grand Tom Skerritt. Il cherche à retrouver son fils, mais en payant, et c'est en payant qu'il va pouvoir l'aider et se rapprocher de lui pour libérer Nick en donnant la caution demandée par Strom. Toujours donné à David tout ce qu'il voulait, mais depuis quelque temps, il n'accepte plus rien. C'est comme s'il me rayait complètement de sa vie. Un acteur excellent dont j'ai parlé aussi maintes fois puisqu'il sera le capitaine Dallas dans le Alien de Ridley Scott, le shérif Bannerman du Dead Zone de David Cronenberg d'après Stephen King. Il sera aussi le Viper dans le Top Gun de Tony Scott et parfait dans la série Un drôle de shérif ou High Secret City, La vie du grand secret, Picket Fences en VO, en shérif Jimmy Brock. En tigresse mexicaine, Liesel, compagne de Strom, est interprétée par Sonia Braga, considérée par certains comme la Marilyn Monroe de l'Amérique du Sud pour sa sensualité. Les poulets sont tous pareils. Quand ils ont plus leur insigne, c'est que des demi-portions. Sa scène avec Clint Eastwood où elle le viole carrément dans le hangar est absolument jouissive à regarder. Elle va enchaîner 3 rôles dans l'onirique et engagée avec Le baiser de la femme araignée réalisé par Hector Babenco en 1985 d'après Manuel Puig et remporte un grand succès critique dans les festivals du monde entier, à Cannes notamment. Gabriella et Le baiser de la femme araignée l'introduit sur le marché américain, à la télévision d'abord dans le Cosby Show et le téléfilm L'homme qui brisa ses chaînes face au très jeune Val Kilmer. L'actrice tourne ensuite dans Pleine Lune sur Parador de Paul Mazursky avec Richard Dreyfuss et dans La Relève 2 avec Clint Eastwood. Et on le verra aussi dans la série de J.J. Abrams, Alias, en Sofia Vargas ou Yelena Derevko. Elisabeth Wiener est à sa voix française. Quand je vois que tu finis ta licence de droit... Tara, la petite amie de David Ackerman, est interprétée par Lara Flynn Boyle qui sort de Poltergeist 3 de Gary Sherman et Le cercle des poids disparus de Peter Weir, mais surtout en plein prime ici avec la série Twin Peaks de David Lynch et Mark Frost en Donna Hayward. Elle jouera après dans Wayne's World de Penelope Ferris, Red Rock West de John Dahl, la série The Practice de David Ikele, Monsieur je suis le boss parce que ma femme est Michelle Pfeiffer. Bref, son nom provient du personnage de Julie Christie dans le film Le Docteur Zhivago de David Lean et sortira avec Kyle MacLachlan en tournant Twin Peaks, puis Jack Nicholson, de plusieurs années son aîné, et va succomber malheureusement à l'appel de la chirurgie esthétique. Lorsque Sarah se fait agresser à son domicile par un méchant, la télévision renversée, on voit quelques images d'un vieux film en noir et blanc avec une grosse araignée velue et très méchante. Jusque-là. Il s'agit de Tarantula, un film de Jack Arnold sorti en 1955, l'une des premières apparitions de Clint Eastwood au cinéma. Nous avons aussi bien sûr plusieurs acteurs dans de petits rôles mais que l'on a vu partout comme Paul Ben Victor en Petit Félix, Tony Plana en Morales, Xander Berkeley en Ken Blackwell, truand à la solde de Strom Puzola ou Al Williams en Powell, le collègue d'Eastwood qui va mourir dès le début du film. Kyle Eastwood, le fils de Clint et compositeur aujourd'hui, joue un musicien lors de la petite fête chez les Ackerman. Clint Eastwood, un acteur, un nom taillé dans le marbre à jamais, synonyme de bon cinéma, jouissif, purement américain, calme et tranquille, du Hollywood en mode pur, une vraie légende. De son personnage de l'homme de l'ombre dans ses westerns à celui de l'inspecteur Harry, Clint Eastwood va aussi s'essayer à des films personnels, des documentaires réussis sur son amour du jazz et des films moins connus ou plus simplistes afin d'avoir les yeux doux du comptable de la Warner. Où as-tu trouvé ça? Chez toi. Je l'ai pris en même temps que j'ai emprunté ta moto. Clint sait qu'il faut parfois changer de personnage, regardez la différence entre le tueur de Pale Rider et le tueur vieilli d'impitoyable, et aime bouleverser son image, et même ici les règles fondamentales de ce que l'on appelle le buddy movie, deux personnes qui n'ont rien en commun mais vont devoir faire front commun pour résoudre une affaire. Un risque qui ne paiera pas ici, mais un putain de bon film réussi avec un réalisateur-acteur prêt à s'auto-flageller.
Parce que c'est vraiment son choix de jouer ce flic qui est la parfaite antithèse de ce qu'il a joué habituellement et dont il va nous régaler après, mais surtout l'opposé des flics que l'on voit au cinéma à l'époque. Une conversation privée. Je te présente Heather Torres. Heather Torres, ravi de vous connaître, Heather. L'échec peut venir du fait que les États-Unis n'aiment que peu les losers, même si Clint Eastwood en est le visage et les gros mots à foison pour les non-finis de l'Amérique de Bush, bien conservatrice. Surtout d'y voir son héros avec un flingue dans la bouche. Ne touchons pas à nos héros, mais il ne faut pas oublier la violence qui ici n'est pas banale. C'est ton nouveau coéquipier. Un film en forme de doigt d'honneur à Hollywood et ses facilités prouvant l'intégrité sans faille d'un cinéaste légendaire. Du scope et une photographie parfaite, un premier degré assumé, malgré quelques gags quand même. Bref, l'atmosphère du polar à la Eastwood avec la dose d'ironie qu'il faut pour en ressortir heureux. Qu'est-ce que vous comptez faire tous les deux? Rester ici toute la journée à me faire perdre mon temps? Allez vite m'arrêter quelqu'un? Quelque chose. Le final laisse la place à la nouvelle génération et l'on peut penser que le bonhomme dit aussi au revoir à Harry Callahan, mais en laissant planer le doute que le gars en a encore sous le coude. Après tout, le Clint est assez légendaire pour ça, non? Dégagez le chemin! Poussez-vous! Poussez-vous! Laissez-moi passer! L'action semble être d'une autre génération avec de nouveaux acteurs et une autre façon de voir les choses au cinéma, et la relève reste effectivement à l'opposé d'un Martin Riggs ou un Roger Meurthaut sur L'Arme Fatale, même si les scénaristes ont été obligés de prendre le virage le plus buddy movie que ce qui était prévu au départ. Dès la première séquence, Clint nous prouve que bien que léger, son film sera travaillé avec un décor tout en ligne de fuite, du bonheur, sur un scénario parfois très simpliste, pour ce qui est en tout cas des personnages secondaires, mais quel bonheur à regarder. Les meilleures berlines du monde. Je lui mets bien sûr la bonne note de 5,5 sur 6 parce qu'on était proche du chef-d'œuvre s'il n'y avait pas ces dialogues qui parfois sont vraiment très série télé. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires, j'y répondrai comme d'habitude, même négatif, si c'est écrit poliment. Vous avez le lien pour les DVD et les Blu-ray s'ils existent dans la description, et vous pouvez vous abonner à la chaîne Patreon qui va vous permettre d'avoir des vidéos en avance sans censure ni pub, et avec des likes tous les 15 jours sur la musique de film. La boutique est ouverte avec mug, t-shirt, suite, tablier de cuisine, bref plein de choses, et vous avez aussi le lien en description. Pensez à vous abonner, c'est gratuit et ça fait plaisir. Si vous en avez envie encore une fois, mettez un pouce et activez la petite cloche pour les notifications. Et à bientôt pour du lourd. Bye bye.